Yo l'équipe, avant de démarrer l'épisode, je vous rappelle que vous pouvez laisser un commentaire, un review et même des étoiles sur votre plateforme d'écoute. Et si vous voulez le faire sur Instagram, n'hésitez pas, c'est dedicated_podcast. Merci à tous, peace out. What's up, y'all? You're tuning in to the Dedicated Podcast. Bonjour à tous, on est là aujourd'hui pour l'épisode numéro 11. Alors enfin, on arrive dans le domaine de la mode. Alors on a bien sûr eu Mike, aka iAttraction, qui est photographe et qui est aussi dans ce milieu. Mais aujourd'hui, j'ai le plaisir d'accueillir Maïté de Fripp Square à Lausanne. Maïté, comment tu vas ? Salut, ça va bien et toi ? Ça va, superbe. Merci d'avoir accepté l'invitation. Merci de nous accueillir aujourd'hui à Lausanne dans ton magasin. Merci. Alors, juste pour établir le cadre et puis qu'on comprenne où on va aller sur les prochaines questions, est-ce que tu pourrais en quelques mots expliquer ce qu'est Fripp Square ? Alors Fripp Square, c'est à la base un site de seconde main vintage que j'ai lancé en 2020. Et une année après, j'ai ouvert une petite boutique à Lausanne. Et 2 ans plus tard, donc là en 2023, on a ouvert un plus grand magasin avec un café. Et on continue de vendre des habits seconde main vintage. Superbe. Et il est placé où à Lausanne à peu près ? Dans le quartier Sous-Gare, donc en face du Royal Savoie, Ok. à l'arrêt de métro d'Hélice. Ok, bon ben voilà, tout le monde peut venir. Maintenant, il n'y a plus d'excuses. Moi, je trouve que c'est hyper important de comprendre comment les projets démarrent. Alors là, tu nous as fait une brève introduction. Très souvent, il y a beaucoup de projets qui démarrent à la maison et puis qui se développent. Est-ce que dans ton cas, par exemple, c'était comme ça ? Et quand est-ce que ça a démarré exactement ? Oui, alors c'était pendant... En fait, c'était pendant mon congé maternité. Dès que j'ai accouché, j'ai appris à faire des sites internet, etc. Donc j'ai essayé plein de trucs. Et puis je voulais absolument créer une marque éco-responsable. Donc voilà, j'ai commencé chez moi avec une copine en fait à aller dans les brocantes et les associations. On prenait des vêtements, on faisait des photos chez moi et après on les mettait sur le site que j'avais créé et sur le Instagram. Et ça a commencé comme ça. J'avais tous les habits à la maison et des cartons et des cartons. Donc, Les galères. Hein. Ouais, c'était vraiment galère. Et je faisais les photos aussi dans la chambre de ma fille. Enfin bref, c'était un entrepôt chez nous. C'était vraiment, compliqué. Tout était mélangé. Ok, et puis ça a démarré. Du coup, ça, c'était il y a combien de temps ? C'était en 2020. Ouais, 2020. Ouais. Et puis du coup, comme tu expliques, tu fais ça chez toi, tu prends les photos, etc., Instagram, le site internet. Et du coup, j'imagine qu'il y a un moment game changer, un peu un moment où tu te dis, à partir de maintenant, il faut que je professionnalise ça. C'est quoi ce moment qui a changé ? Si je prends un son, par exemple, c'est le moment où tu as un artiste, puis tu as ton son qui pète, puis qui fait beaucoup mieux que toutes tes anciennes stats. Donc, c'est quoi le moment qui a changé chez toi ? C'est difficile à dire, mais avec Instagram, ça allait assez vite, en fait, avec les partages et tout ça. Donc, au début, c'était tranquille, un peu avec les gens qu'on connaît, le bouche à oreille et tout ça. Et puis, petit à petit, je dirais que c'est quand j'ai eu ma première boutique que là, vraiment, les gens ils se sont dit « Ah, c'est vraiment sérieux ». C'est pas juste... pourtant, j'ai continué. Hein. Le travail de chez moi, il a été assez long. Ça a été pendant peut-être 2 ans où je faisais les photos chez moi. Même mais il si s'est j'avais arrêté. La petite boutique. Ok, même malgré la boutique, tu continues à faire chez toi. Voilà, exactement. Parce que j'avais pas assez de place et j'avais pas l'espace pour faire les photos. Donc, je faisais chez moi. Je dirais que c'est vraiment le moment où j'ai eu la boutique et que j'ai eu un peu des médias qui commençaient à parler de l'ouverture de la petite boutique, qui à la base n'était pas forcément une boutique en fait. À la base, c'était juste pour entreposer parce qu'on n'avait plus de place chez nous. Et du coup, c'est là. Et je dirais aussi quand les médias ils en ont parlé, et quand j'ai commencé les collaborations avec des influenceurs de la télé, là, les gens, ils ont commencé à dire « Ah, en fait... elle est sérieuse, elle fait ça pour de vrai, en fait. Elle fait ça pour de vrai. » Non, mais c'est fou, les gens, dans leur tête, c'est incroyable, en fait. Ils se rendent pas compte que c'est des collaborations... j'ai payé les gens pour ça. Donc, voilà, mais c'est là que les gens, ils ont commencé à comprendre que c'est sérieux.
Ok, magnifique. Juste pour qu'on remette le cadre, toi, tu viens du domaine de la mode ou alors Fripp Square, c'était un changement de trajectoire pour toi? Non, moi j'ai fait marketing et communication. Ok, Donc les réseaux sociaux et tout ça, c'est un truc qui me passionne beaucoup. Après, j'ai toujours voulu travailler dans la mode, mais en Suisse, c'est un peu compliqué. c'est vrai. Et puis en plus, la mode éco-responsable, voilà, c'était soit je crée quelque chose, soit je vais à l'étranger. Donc j'ai fait un peu des deux vu que je suis partie à Manchester et après je suis revenue pour créer Fripp Square. Magnifique. Ok. Et par contre, je dirais pour la question d'avant, désolée, mais Ah ouais, pardon. le moment le plus... Enfin, maintenant qu'on a le café et la boutique, c'est vraiment un nouveau niveau. Ouais. Parce qu'on a des employés, que tu vois, on a Ah, un vrai stockage, un ouais. studio photo et tout. Donc, c'est vraiment beaucoup plus réel. Enfin, Ouais, je sais pas comment dire. ouais, bah Tu vois, c'est tangible. professionnel. Et puis tu peux te dire, c'est mon travail pour de vrai. Voilà. Et puis bah, c'est une entreprise au final. Voilà. Hein. Ouais, c'est une SARL maintenant. donc on donc, n'a plus le choix là. Exact, exact. Très honnêtement, quand tu démarres, c'est quoi ton ambition? Tu te dis, bon, ben, on va aller pas à pas, puis on verra, ou tu te disais déjà, j'aimerais mon magasin à Lausanne. C'était quoi l'ambition à ses débuts? Non, de base, vraiment, moi, j'aime trop le e-commerce et j'avais espoir, enfin, je croyais pas du tout à la vente physique, en fait. Ouais. Donc, je me suis dit, je vais créer un site e-commerce et je vais essayer de le faire devenir de plus en plus grand. Ouais. C'était en plein Covid, je venais d'accoucher, je me suis dit, c'est le plus simple, c'est qu'il n'y ait pas de boutique. Enfin, à aucun moment, tu te dis, en plein Covid, il faut ouvrir une boutique. En plus, c'était l'époque où il y avait beaucoup de choses avec le dropshipping, voilà, etc. Exactement. On était en plein dedans. Du coup, ouais, moi j'ai beaucoup regardé de vidéos et tout ça. Et ouais, c'était vraiment le but d'avoir un site e-commerce et de le développer dans la Suisse, surtout pour la Suisse. Mais après, j'ai commencé un peu comme ça, en mode si ça marche, ça marche. Si ça marche pas, tant pis, ça sera autre chose. Et en vrai de vrai, avec le e-commerce, on a l'impression qu'on peut plus tenter. Au pire, on perd quoi? Du temps? Ouais, exactement. Ouais. Bah, en fait, c'est ça, j'ai pas pris des risques énormes parce qu'en vrai, même aujourd'hui, bon, il y a l'investissement qu'on a dans ce café, dans ce lieu, etc. Mais en tout cas, par rapport aux habits, c'est vrai que bah, si ça marche pas, je me serais juste enrichie d'expérience. Exactement. Vois, parce qu'au final, l'argent, bon, ça va, ça vient, mais c'est pas des risques énormes, quoi. C'est vraiment ça, l'argent, ça va, ça vient. Mais quand ça vient, ça va. Ah, c'est mieux quand ça vient. Quand on parle de Fripp Square, c'est combien de personnes aujourd'hui? Maintenant, on est 7. Ah ouais. Mais on est encore en train de recruter. Ok. Donc voilà, c'est plus la partie café qui demande quand même encore plus de personnel et tout ça, parce qu'ils sont ouverts tous les jours. Ouais. Mais du côté de la friperie, on est 3 à s'en occuper. Ok, superbe. Alors pour ceux qui se demandent, la partie café, on va y revenir après, vous inquiétez pas. Ah oui, Elle l'a parce que j'ai ouais, tu l'as un peu... Mais c'était pas un spoil, c'était ouais. naturel, donc t'inquiète pas, mais on va y revenir. Je pense qu'on a du mal à s'imaginer le job que demande une fripe. Enfin, en tout cas, moi, quand je fais des fripes, je m'imagine pas le travail qu'il y a derrière. Est-ce que tu peux peut-être nous parler d'une semaine type, à peu près, s'il y en a? Ouais, ça change beaucoup, mais les tâches principales, déjà, si je vais dans l'ordre, c'est de trouver des habits. Donc moi, j'ai des partenaires maintenant, donc voilà, c'est moi qui fais la sélection. C'est vraiment la tâche que je délègue pas et que je n'arriverai probablement pas à déléguer. Mais je choisis les pièces et puis du coup pour les importer. Donc c'est que des pièces vintage seconde main. Ça prend du temps. Ensuite, mais ça c'est une fois, enfin c'est de temps en temps dans le mois. C'est pas chaque semaine. Ensuite, il y a les photos. Donc, prendre les photos. Les habits qui arrivent, par exemple. Voilà, c'est un temps énorme parce qu'il faut... en fait, on fait une sélection pour le site, une sélection pour le magasin. Et on fait les photos à fond, à la suite, quoi, à la chaîne. T'enchaînes, Et ensuite, il faut les modifier. Enfin, modifier, on les modifie pas vraiment, mais tu vois, la luminosité ou comme ça. Ouais. Les mettre en ligne. Et surtout, chaque pièce, elle est unique. Donc, tu vois, on ne peut pas se dire, voilà, toutes ces pièces-là, c'est 100% laine ou comme ça. Ouais. On doit prendre chaque étiquette et décrire l'article dans la description. Qu'on a encore du travail d'amélioration parce que, voilà, on fait un peu à la va-vite des fois. Et ensuite, moi, ça, c'est des tâches que je délègue maintenant à mes collègues. La prise de photos et la mise en ligne. Ensuite, il y a
il y a mettre les nouveautés au magasin, étiqueter tout ça. Il y a la partie, ce qu'on lave et ce qu'on repasse. Il y a certaines pièces. Alors, je travaille avec des gens qui, normalement, les pièces, elles sont déjà lavées et repassées. Mais parfois, il y a quand même des choses qu'on doit encore laver, mettre à la... Comment ça s'appelle? Pressing. Ouais. Donc, voilà. Mais vous retouchez des fois des habits ou pas? Parce que je sais qu'il y a quelques fripes qui retouchent. Oui, il y en a, mais nous, on ne fait pas. Okay. Franchement, on a des habits en bon état. Ouais, franchement, alors s'il y a des petits défauts, soit on les vend moins cher. Ouais. On n'a jamais dû jeter des pièces ou comme ça. Mais ouais, franchement, ça, on n'a pas encore développé les retouches. Et ensuite, c'est les réseaux sociaux. C'est ça qui prend le plus de temps. Et ça me prend vraiment beaucoup de temps. Après, il y a toutes les tâches administratives, la comptabilité, tout ça, la vente au magasin. Exactement. Bon, c'est pas moi, mais ouais, il y a énormément de travail. Ouais. Ok, bon, bah c'est important, je trouve, de comprendre toutes les choses qui sont faites. Et puis, souvent, on a tendance à minimiser. Rien que la partie réseaux sociaux, on est là, on dit... Ah, mais tu ouvres un compte vidéos, et puis non, ça marche pas comme ça. Ça prend du temps. Il faut prendre une photo, il faut faire le montage, il faut mettre les sous-titres, il faut faire ça prend énormément de temps. Donc bravo, quoi. Bravo à toute l'équipe. Là, tu as mentionné rapidement que tu travaillais avec des fournisseurs vintage seconde main. Donc, qu'est-ce que ça veut dire exactement? Ça veut dire que c'est des habits qui ont déjà été portés ou alors qui... vintage et seconde main, c'est quand même deux concepts. Ouais, en fait, c'est un peu confus pour beaucoup de gens. Mais pour moi, parce que voilà, les termes, ils changent. Je pense qu'il n'y a pas un terme assez précis. Mais, parce qu'en fait, seconde main, c'est tous les habits de deuxième main qui sont usés ou déjà portés. Et vintage, c'est tous les habits qui sont créés avant les années 2000. Okay. Donc moi, en fait, j'essaye d'avoir que des pièces qui sont avant les années 2000. Bon, jusqu'à 2010, c'est déjà... Enfin, même 2015, c'est vintage maintenant parce que c'était il y a longtemps. Ah ouais. Mais en vrai, les productions à l'époque, elles étaient beaucoup plus qualitatives. Donc voilà, c'est pour ça que j'ai choisi de vendre que du vintage, des manteaux souvent faits en Europe, la laine, enfin les trucs vraiment faits en Angleterre, etc. Donc voilà, après c'est tout seconde main, donc ça a déjà été porté. Bon, parfois les gens ils se débarrassent d'habits mais ils les ont jamais mis. C'est vrai. Donc c'est vrai que la plupart des pièces elles sont en excellent état. Et enfin ça se voit pas vraiment, à part peut-être des fois les cuirs ou comme ça. Ouais. Mais on essaie de faire oublier que c'est de la seconde main. C'est vrai. Et tout ça vient de fournisseurs spécifiques dans ce domaine ou bien c'était ça. Y a pas question. Non, il n'y a pas de souci, je la repose, mais ça vient de fournisseurs, donc c'est pas des personnes qui peuvent venir te vendre leurs habits. Non, justement, parce qu'en fait, les gens, ils viennent et puis ils t'amènent n'importe quoi, des trucs Zara, H&M, je peux pas vendre ça, je peux pas promettre la qualité et puis à combien je vais vendre ça, qu'est-ce que ça vaut en fait, tu vois. Donc j'ai choisi de travailler avec des spécialistes du vintage qui récupèrent eux, en gros, c'est des grossistes, tu vois. Et c'est juste que dans les friperies traditionnelles, en général, ils importent des kilos et des kilos, tu vois, c'est de la fripe en masse. Ouais. Et après, ils mettent comme ça au magasin. Et nous, en fait, on travaille différemment parce qu'on sélectionne. Donc moi, je paye beaucoup plus cher. J'achète pas un sac d'habits comme ça et après, je mets en magasin. J'achète chaque pièce et je la sélectionne une à une. Et du coup, je la paye à la pièce, tu vois. C'est pas du tout les mêmes prix. Genre, vraiment pas. Donc, c'est pour ça que j'essaie aussi de mettre ça en avant pour dire... Il y a tout un travail derrière. Pourtant, franchement, bravo, parce que tu pourrais te dire, ok, on va prendre des vestes en jean, je t'en prends 50 ou 20, et puis, mais sélectionner une par une, c'est vrai que c'est beaucoup de travail, quoi. Ouais. Après, le problème, c'est que moi, je me suis posé la question, parce que même quand je parle avec d'autres friperies, ils me disent, mais pourquoi tu fais ça? Pourquoi tu n'achètes pas des pièces? Si tu achètes au kilo, à la tonne même, tu vois, ça te revient quoi, 2 francs, même pas 2 francs pièce, tu vois. Et en fait, moi, je me suis dit, dans tout le raisonnement éco-responsable, etc., si j'achète ça et qu'il y a 80%, enfin 80% des pièces qui sont moches ou en mauvais état avec des taches jaunes ou je sais quoi, en fait, je vais faire quoi? Je vais les remettre dans le cycle, je vais les remettre dans les bennes. Et puis, tu vois, pour moi, c'est un peu... ça n'a pas vraiment de sens. Ouais, tu achètes une pièce pour la vendre, en fait. Ouais, et en fait, en faisant comme ça, je sais que la pièce, elle va partir. Après, je peux me tromper et c'est difficile. La gestion du stock, c'est très difficile. Il y a une marge d'erreur, mais voilà, quand même... et puis il y a des trucs qui partent plus difficilement que d'autres. Mais je sais que voilà, c'est... Ouais.
j'ai moins de risques en fait en faisant Ok. comme ça. Mais en tout cas, c'est bien d'avoir en tout cas une ligne directrice et de la garder, parce que c'est vrai que dans le Ouais. business, on peut avoir quelque chose d'assez restrictif et puis Ouais. après craquer à un petit Mais ça, moment. c'est Hein. tout le temps que Ouais, je me bah, pose je la pense que question. évidemment. Je me dis, quand même, chaque fois que j'ai la facture de ce que je dois payer et tout, je me dis, Pourquoi je me prends la tête? pourquoi c'est si cher en fait. Mais en vrai, c'est après quand je vois la sélection, je suis contente. Ben bravo. En tout cas, j'espère que ça permettra aussi à beaucoup de gens de comprendre. On a parlé du travail qu'il y avait et puis aussi peut-être cette problématique des coûts, etc. C'est important de le comprendre. Donc, les boutiques vintage, on en envoie pour moi. Enfin, moi, j'en vois depuis longtemps. Mais je trouve que Fripp Square, ça respire le hip-hop. On est vraiment dans l'actualité. Hein. Donc, la culture hip-hop a 50 ans, ça a imposé dans plusieurs générations. C'était important pour toi d'intégrer cette culture? Je dis ça parce que aussi là, je vois des maillots de football américain, je vois des bombers, etc. Toute cette culture, c'était important pour toi? Bah, en fait, moi, franchement, j'ai fait les choses depuis le début vraiment avec mes goûts, je sais pas comment expliquer en fait. C'est pour ça que je dis que je peux même pas déléguer la tâche de choisir les pièces, mais c'est au début, je sélectionnais des pièces que j'aime moi personnellement. Donc en fait, il y avait presque que du streetwear parce que j'aime m'habiller comme ça et des pièces américaines et tout parce que c'est mon style. Après, j'ai compris qu'en Suisse, pas tout le monde s'habille comme ça et aime ça. Donc pour le business aussi, j'ai dû m'adapter à la clientèle, de ce qu'ils me demandent, ce qu'ils recherchent. Et du coup, j'ai commencé à avoir aussi des robes, des blazers, des trucs un peu plus féminins. Enfin voilà. Mais franchement, je ne saurais pas expliquer. C'est pas le but d'avoir un truc vraiment hip-hop et tout ça. Mais c'est moi, en fait. Donc voilà. Ok, super. Et si tu devais citer 2-3 peut-être artistes qui t'inspirent en termes de style? Ah, c'est trop dur ta question. Franchement, je sais pas. Franchement, c'est pas grave. Hein. Bah non, mais c'est vrai, c'est une bonne question. Mais bah moi, du coup, c'est des artistes. Ça peut être des artistes vintage. Hein. Ouais. Non, mais en fait, si tu regardes les artistes en général, toutes les pièces qu'ils portent presque, tu peux te dire que ça peut être de la fripe, tu vois. Vu que les modes, c'est un cycle et que ça revient tout le temps. Rihanna, elle porte des fois des manteaux, des trucs. J'utilise ces photos pour dire, bah, on a les mêmes presque, tu vois. C'est vrai. Donc, moi j'aime beaucoup Rihanna et les artistes comme Shay, ouais. Ouais, je dis Shay, ouais. Des filles comme ça qui m'inspirent, mais voilà, c'est... Ok, très bien. C'est le mélange un peu street et sexy, tu vois. Genre, j'adore m'habiller comme un garçon, tu vois. Mais il faut quand même qu'on voit que j'amène de la féminité, tu vois. C'est ça qui m'inspire. Magnifique. Tu es très actif sur les réseaux sociaux avec le compte Fripp Square. D'ailleurs, le compte, c'est juste Fripp Square. Hein. Oui, pour les habits, c'est Fripp Square. Et pour le café, c'est Fripp Square Coffee. Exactement, si jamais. Donc, je disais que tu es très active, tu le fais très bien. Est-ce que Instagram, c'est pas ta plus grosse force? Alors, je veux pas minimiser tout le reste, hein, mais est-ce que c'est pas ta plus grosse force? Parce que bien sûr, tu as le e-shop, tu as le magasin physique, mais tu as quand même une très grande communauté. Sur Instagram, j'ai l'impression que c'est très puissant et influent. Est-ce que toi, tu le sens, ça? Ouais, bah en fait, Instagram, c'est une longue histoire parce que de base, moi, personnellement, je m'étais retirée un peu des réseaux sociaux. Je voulais plus du tout être sur les réseaux et tout. Et voilà, avec le business, Instagram, on va dire que ma clientèle de base vient uniquement d'Instagram. Maintenant, avec la nouvelle boutique, le café, c'est différent parce qu'il y a le passage. Quand tu as une boutique physique, tu as une autre clientèle aussi. Mais de base, pour le e-commerce, ma clientèle, c'est Instagram. Instagram, c'est grave précieux maintenant parce que ça a pris du temps à avoir une communauté. Puis maintenant, des fois, je me dis, mais j'ai des sortes de bugs où, tu vois, les hacks et tout ça, quand on vole ton compte. En fait, je perds tout, tu vois. Mes clients, c'est sur Instagram. Donc, oui, c'est très important. Après
santé. Merci, pardon. Instagram, c'est aussi ce qui m'a permis de vivre de mon business. Et quand on dit il faut une grosse communauté avant d'en vivre et tout ça, bon, moi, j'en vis pas à cause des partenariats, j'en vis pour vraiment ma marque à moi, mais c'est ça qui m'a permis de vivre de ce que j'aime. Donc, je peux plus cracher dessus, en fait. Ouais, Franchement, on va pas cracher dans la soupe. Hein. Non, franchement, Instagram, c'est puissant. Il faut pas négliger. Après, tu peux dire aussi que professionnellement, tu aimes beaucoup, puis personnellement, tu l'aimes pas. Tu vois. Honnêtement, je pense pas que c'est un problème d'avoir cette relation-là. Il y a plein de personnes qui font des choses qu'ils aiment pas. Pour que leur business se développe. Donc, mais moi, j'aime ça. Et en fait, le truc, c'est que j'ai été un peu prise dans le truc parce qu'au début, je voulais pas me mettre. Et puis, par faute de moyens, je peux pas payer des modèles et des photographes pour faire mes shootings. J'ai tout fait toute seule chez moi. Et puis, du coup, petit à petit, les gens ils se sont attachés à ça. Et puis, à chaque fois que je faisais des vidéos où je parle, où je raconte des trucs, en fait, c'est ce qui marchait le mieux. Trop, hein. Et puis moi, j'étais là, non, mais je veux pas ça, je veux pas raconter ma vie, je veux pas parler de trucs. Et en fait, c'est pour ça que j'essaie de parler vraiment que du business. Mais les gens, ils adorent savoir des trucs, tu vois. Ah, bien sûr. Du coup, je suis prise dedans parce que je peux plus vraiment m'arrêter, tu vois. Ça leur permet aussi je trouve, c'est très fort parce que les gens... comment dire, s'identifier exactement. Ils s'identifient à ton concept, à ton projet, à ton magasin. Et aujourd'hui, quand je regarde la page Instagram, limite tes clients c'est tes modèles, mais genre pas, c'est pas que genre tu les as fait venir, t'as dit on fait un footing photo, non, ils ont acheté un truc, ils prennent une photo bien, ils la publient et en fait toi ça te fait du contenu gratuit quoi. Non, franchement c'est assez incroyable la puissance d'Instagram. Et puis le personal branding, ça a fait mon identité. Et ce que j'explique souvent, c'est que tu vois l'image de la friperie qu'on a d'habitude. Moi au début, maintenant il y a de plus en plus quand même, j'ai rien inventé, tu vois, c'est la friperie, ça existe depuis toujours, mais c'est juste pour casser cette image de fripe, et j'ai utilisé Instagram, tous les shootings, les trucs lifestyle et tout ça, le branding, en fait c'est Instagram qui m'a permis de dire en fait la fripe c'est pas ce que vous croyez. Exactement. Et puis de faire oublier que c'est de la seconde main et juste qu'ils voient les trucs et qu'ils disent c'est stylé plutôt que tu vois, qu'ils se disent c'est écologique donc je vais acheter. Non, ils achètent, et surtout j'ai l'impression que les gens ils sont OK avec le concept fripe quand ils vont à Paris, à Londres, à Amsterdam, mais pas chez nous, tu vois. C'est un peu on n'a pas trop cette culture de la fripe par rapport à Paris ou comme ça, où vraiment il y a des gens que depuis petits ils vont dans les fripes. Exactement. Chez nous c'est pas comme ça, donc il y a beaucoup de gens qui me disaient au début je kiffe ce que tu fais, mais moi, la fripe, c'est pas mon truc. Puis petit à petit, voilà, Instagram, ils achètent, tu vois. Ils voient qu'ils sont plus dans les tendances, donc... Non, mais voilà, tant mieux. En fait, le but, c'est ça. C'est pas seulement... c'est vraiment d'avoir une marque qui a des valeurs et que ça soit éco-responsable et que les gens, en plus de trouver stylé, en plus de ça, il y a toute la ligne derrière éco-responsable, tu vois. Et d'essayer de minimiser notre impact aussi. Donc ça, c'était vraiment très important pour moi. En tout cas, je crois que tu as bien réussi à le faire. Moi, j'ai eu l'occasion d'aller dans des friperies dans plusieurs villes dans le monde, que ce soit en Europe, aux États-Unis, etc. Mais j'ai l'impression que Fripe Square, c'est un peu plus qu'un magasin quand même. J'ai l'impression qu'il y a une communauté. Je vois régulièrement sur les réseaux des gens de Lausanne qui viennent se balader ici ou qui viennent jeter un œil pour te rendre visite ou alors jeter un œil sur les vêtements qu'il y a. C'est un peu un centre de vie, quoi. Et du coup, intégrer le coffee shop, c'était une manière de favoriser tout ça ? Ouais, en fait, quand j'avais la petite boutique, ils venaient pour les habits, mais il y en a beaucoup qui venaient aussi pour me parler, tu vois, raconter des trucs et tout. Mais c'était pas confortable dans le sens où c'était vraiment une vitrine. C'était tout petit, pas de toilette, pas de cabine, mais les gens ils ont trop kiffé cet endroit-là, c'était un peu insolite. Et après moi j'avais besoin de plus d'espace et du coup il y avait déjà une vibe un peu avec mes clients, on a déjà une relation, tu vois, j'ai connu beaucoup de monde grâce à ça. Totalement. Alors que moi de base j'étais là non, e-commerce c'est bon, pas besoin de parler aux gens et tout. Mais je me toi suis tu voulais tout faire depuis ta chambre, tu voulais tout faire depuis ton salon, toi.
c'est ça. Mais en fait, j'ai appris tellement avec la relation que j'ai avec les gens et tout, à partager, etc. Donc après, vu que la boutique, elle marchait et que j'avais besoin de plus d'espace, il fallait de toute façon que je déménage et que je trouve un endroit plus grand. Après, le fait de m'associer avec mon copain et de faire ce café, moi, ça m'amène vraiment des gens rien à voir, en fait. Tu vois, une nouvelle clientèle, vu que c'est des gens de passage ou des gens qui travaillent, qui viennent le matin, qui etc. sont juste curieux aussi. Voilà. Et du coup, il y a beaucoup de gens qui ne me connaissaient pas et qui m'ont connue grâce au café. Et après, moi, pour mes clientes, ça leur apporte un confort aussi. Tu vois, une expérience client qui est différente. C'est vrai. À la base, la friperie, tu dois aller en dehors de Lausanne, tu dois fouiller. Franchement, c'est pas simple. Et puis, ça demande de l'énergie, ça demande du temps. Là, tu viens et puis c'est pour favoriser un peu, tu vois, pour donner envie de consommer mieux et pour leur dire, en fait, c'est cool parce que tu viens, tu regardes et même si tu trouves rien, tu prends un truc à boire, à manger, tu vois. Ouais, j'avoue. Donc, dans les deux sens, c'est porteur. Ok, en tout cas, bravo parce que moi, je viens de faire un tour ici et je trouve que, comme tu dis, je pourrais partir plus facilement, mais je prendrais un café. Tu vois, si je me sens mal d'un coup, je prends quand même le café avant de partir. Tu vois, genre, je pars pas les mains vides. Du coup, j'avais une question sur les clients. Tu as expliqué que ça a changé ta clientèle. Donc, comme on disait tout à l'heure, se prendre un café ou un jus, jeter un œil aux vêtements de la fripe, je crois qu'il n'y a pas plus 2023 comme concept. On est vraiment dedans. On sent aussi que l'énergie, le concept de la boutique, c'est ton énergie à toi. Comme tu as expliqué avant, les habits qu'il y a ici, c'est toi, c'est ta personnalité, c'est ce que tu kiffes. T'es sapé Fripe Square, etc. Et tu le dégages. Maintenant, la mode, ça change régulièrement. C'est quelque chose que tu as en tête et que tu serais prête à mener, tu serais prête à évoluer avec la mode. Parce que tu vois, le vintage et le seconde main, alors je dirais pas qu'il y a des frontières parce que ça évolue avec le temps. Mais des fois, on sait plus ou moins quel type de vêtements on pourrait avoir. Donc toi, est-ce que tu serais prête à évoluer avec ce qui va arriver plus tard ? Oui, parce que en fait, comme je dis souvent, la mode, c'est un cycle. Donc tu vois, on a passé à Zara, t'as pas vu forcément si tu connais pas, mais voilà, les années 70, 80, 90, les années 2000 maintenant, ça revient à la mode. Et puis après, on va recommencer. En fait, ça recommence à chaque fois. Donc, c'est pour ça que ça me fait pas peur. Après, moi, je dis tout le temps que je m'inspire beaucoup de la fast fashion. Parce que même si on le critique, parce que c'est vraiment nocif pour l'environnement, les gens, etc. C'est la production qui est nocive, voilà. pas le concept. Mais le concept fashion. Aussi de vendre pour vendre nouvelles collections, de pousser à la consommation. C'est pas vrai. Ouf, quoi. Mais dans le sens, et puis la production et tout ça. Mais eux, ils savent vraiment vendre, tu vois. Et il y a des choses aussi à apprendre de ce qu'ils ont fait, tu vois. C'est vrai. Et du coup... mes inspirations, ça peut être les stars, Pinterest, ce qui se passe. Et je m'adapte déjà de ce qu'il y a d'il y a 3 ans. Après, il y a des pièces que vraiment, je remarque que c'est indémodable. Genre le trench, ça a toujours été à la mode. Et je sais pas, ça va pas d'un coup ne plus être à la mode. Ça va juste être porté différemment. C'est vrai. Donc dans les shootings, les trucs, on va s'adapter. On va porter les pièces différemment. Et puis dans la fripe, il y a vraiment beaucoup de catégories, tu vois. Si là, maintenant, le militaire, c'est plus à la mode, mais avant, c'était... Enfin, tu vois. Donc toi aussi, et c'était ma prochaine question, tu évolues avec la mode aussi, quoi. Oui. Depuis ces 3 dernières années, tu as vu un changement radical. Ouais. Après, j'ai vu un changement. Après, les pièces, elles restent quand même les mêmes, tu vois. C'est juste les gens, ils vont avec TikTok, etc., les années 2000, voilà, les gens, ils vont me chercher plus des tailles basses, alors qu'avant, c'était la mode des tailles hautes. Mais dans tous les cas, dans le vintage, il y a de tout ça, tu vois. Donc, je peux trouver, si on me demande, je peux trouver ces pièces-là. Donc, je m'adapte petit à petit. Et après, il y a des pièces qui restent à vie, je pense. Ouais, c'est vrai. Et il y a des pièces de nos grands-pères, je veux dire, tu vois, les polos Lacoste, etc. Ça se transmet, tu vois. Après, c'est juste dans le porteur, en crop top. Exact. Alors, pas forcément pour moi, dans mon style. Non, mais ça évolue, c'est vrai. Bien sûr. Mais Ok, superbe. C'est intéressant de savoir que même ces 3 dernières années, avec ton concept, ça a évolué, quoi. On verra ce qui viendra prochainement.
toute façon, on a dit que vintage, c'est jusqu'à 2000, c'est ça? Normalement, ouais. Mais maintenant, on est déjà en 2015, donc en vrai... Ouais. Enfin, Non, mais ça va ouais. ça va jusqu'à 2015. Enfin, non, je dis 2015 parce que des fois, si je reçois un pull et je vois que ça date de 2010, tu vois, je me dis 2010, on est en 2023. Et puis si je vois que c'est fait, je sais pas, aux États-Unis ou si c'est fait en Europe, je me dis ah ouais. Mais après 2000, je crois qu'il y a eu beaucoup made in China et tout ça, tu vois. C'est vrai. Donc après, les pièces, c'est pas forcément la même qualité. Mais à l'époque aussi, il y avait des pièces qui étaient aussi made in China ou comme ça. C'est juste que la qualité, elle était quand même différente, tu vois. Bon, ben, on verra la suite. Là, tu viens de fêter tes 3 ans. Déjà, comment ça s'est passé? C'était trop bien, franchement. Donc, du coup, tu avais eu on a fait un événement. Exact, un événement, il y a des gens qui sont venus, etc. Et c'était une ouverture du magasin comme d'habitude, tu vois, le samedi. Sauf que, voilà, il y avait des petits trucs à manger, un peu de branding par-ci, par-là. Magnifique. Un petit coin photo et tout. Et puis les gens, quelques pépites aussi, voilà, j'imagine. ouais, bah, du coup, on a mis un peu d'autres produits que d'habitude. Ok, bon, bah, ça s'est bien passé. Ça s'est super bien passé. Bravo pour ces 3 ans, alors. Merci. Comme tu as expliqué, il y a carrément une idéologie écologique. Mais en termes de prix, est-ce que tu essayes aussi d'avoir une ligne directrice à ce niveau? Parce qu'avant, tu as parlé du choix individuel de chaque vêtement qui, du coup, provoque un impact sur le prix, etc. Est-ce que tu as quand même une ligne directrice à ce niveau-là? Parce que souvent, les gens, ils se disent fripe, donc je vais m'acheter un t-shirt ou une veste à 2 francs. Ouais. Mais c'est pas vrai, en fait. Ouais, c'est ça. Il faut changer. Il faut éduquer les gens. Exact. Parce que c'est compliqué. Aujourd'hui, c'est pas, comme je t'ai dit, si tu achètes en gros, et encore aujourd'hui, même ceux qui achètent en gros, c'est de plus en plus cher. Ouais, bah oui. Vu qu'en plus, ça devient de plus en plus la mode, il y a de plus en plus de friperies. Donc, l'offre, la demande, elle augmente. Et puis, du coup, ils augmentent aussi. Ils augmentent les prix, ouais. Mais du coup, pour moi, j'essaye toujours de rester accessible. Mais tu vois, les prix, c'est tellement personnel. Genre, qu'on me dit c'est trop cher pour toi, peut-être c'est trop cher. Pour quelqu'un d'autre qui sait que la veste de base, elle coûte 2000, 3000 francs, non, une veste à 150 francs, c'est pas cher. Ça dépend. Mais j'essaye toujours d'avoir des prix par catégorie parce que je pars du principe que les pièces, elles sont en très bon état et tout ça. Et si, par exemple, la pièce, elle a un défaut, je baisse le prix, tu vois. Okay. Donc, c'est comme ça que je fixe les prix. Ça sera toujours en fonction de l'état, de la marque aussi, de la qualité, si c'est de la laine, du cachemire, etc. Et j'ai dit quoi? Ouais, je crois que c'est tout en fait. Ouais, la marque, le matière, etc. Et la matière, ouais. Donc c'est un peu comme ça que je fixe mes prix. Après, ça va de 19 francs à 200 francs. C'est jamais plus parce que je fais pas vraiment de luxe. Mais voilà. Et puis, on l'a pas cité tout à l'heure, mais donc ici, tu as des vêtements, tu as aussi des lunettes, j'ai vu. Oui, les lunettes, c'est une marque que j'ai créée. Ah, c'est une... mais j'ai pas bien fait mon marketing autour. Encore. Ouais, donc les lunettes, c'est ta marque. Voilà, les lunettes, c'est ma marque. Parce que c'est magnifique, parce que ma prochaine question, en fait, c'était mais est-ce que tout ça ne te donne pas envie de créer ta propre marque? Donc, du coup, tu veux nous parler des lunettes? Oui, du coup, les lunettes, c'est un peu une histoire avec les clients qui me demandaient toujours, dans mes shootings, je portais des lunettes... cool, quoi. Des lunettes qui sont pas très... qui sont juste stylées, tu vois. Et on me demandait toujours, je peux acheter les lunettes? Je dis, non. Et puis, du coup, on me disait, mais vu que je vends de seconde main, est-ce que tu as des lunettes seconde main? Pour trouver des lunettes seconde main, j'ai essayé, j'ai galéré parce que les verres, on ne sait pas s'ils sont encore protecteurs, si ça, il manque un truc, c'est rayé. Bref, c'est très compliqué. Il y a carrément un aspect médical, tu vois. Tu te dis, il va revenir parce que son œil, il est parti en vrille. Du coup, les lunettes, il y en a qui font, j'ai vu sur Instagram et tout. Ça demande un travail, je pense, supplémentaire. Et après, je me suis dit, pourquoi pas créer ma marque à moi et que ça soit éco-responsable, que ça soit des lunettes recyclées, etc. Donc, j'ai un peu galéré au début à trouver. Et puis, là, je travaille avec quelqu'un. Magnifique. Puis, je fais ces lunettes qui sont recyclées et il y a la protection UV. Donc, voilà. Après, j'ai pas eu beaucoup de temps de développer la marque. Donc, je les vends sur mon site internet et au magasin. Ouais. Mais voilà, franchement, ça va prendre un peu plus de temps que prévu.
Mais les gens, ils sont contents en tout cas. Avec Satisfait. Moi, j'ai rapidement jeté un œil. J'aime beaucoup les lunettes de soleil aussi. Ouais. Et il y a beaucoup de choses qui sont très différentes en fait. Il y a des couleurs, il y a du classique, etc. Du old school, du new school. Donc, bravo. Et les gens, venez voir ces lunettes parce que je pense qu'il y en a vraiment pour tout le monde à ce que j'ai vu. Et du coup... La marque, elle s'appelle Kelani. Kelani ? Ouais. Ok, très bien. Kelani. Non, mais je le dis parce qu'ils vrai. pensent que ça s'appelle Fripp Square ou comme ça. Ouais, exactement. Ouais. La marque Kelani, c'est noté. Et en termes de vêtements, est-ce que tu as une envie de créer ? Franchement, non. Parce qu'au début, je me suis dit, soit je crée une marque éco-responsable, ce qui demande de produire, il faut être... comment je vais faire concurrence à Zara, etc. Même si tu dis que c'est éco-responsable, les prix, la production... C'est ça que j'allais te dire, les prix, ça... Dessiner, machin... Ouais. Après, il faut expliquer de nouveau aux gens que voilà, si ton t-shirt, il te coûte 100 francs, c'est que c'est qu'il a été fait en Europe, etc. Non, franchement, là, j'ai plus envie d'avoir une marque à moi... j'adore le fait de prendre des choses qui existent déjà et d'essayer de les retoucher un peu, même de juste les mettre à jour, tu vois, de mélanger avec mon style, etc. C'est ça que j'aime en fait. J'aime trop me dire ça a l'air moche, mais tu vas voir quand c'est porté, quand je le mets, ça c'est donne accessorisé, ça va le faire. C'est vrai que c'est carrément une aptitude ça de mettre un truc qu'on peut penser ridicule. Je préfère faire ça que créer. Ah ouais. Superbe. C'est une aptitude parce que c'est un vrai challenge. Il y a des choses sur certaines personnes, c'est magnifique et après on les met et puis on est là genre c'est ridicule. Moi j'arrive pas le cardigan, tu vois, j'arrive pas moi. Ah ouais. Tu vois, c'est méga stylé. Ouais. Mais j'ai pas encore réussi à bien le placer. Après ça dépend aussi de tu vois. Ça va pas tout va à tout le monde. Ouais, c'est vrai. Mais moi je suis pas styliste je fais les choses vraiment, j'improvise Et puis je fais avec l'intuition, je fais rien j'ai pas de compétences en mode en fait. Mais en vrai styliste ça t'intéresserait pas parce qu'on n'a pas de compétences en mode, mais en vrai tu as un magasin, tu choisis des habits qui réussissent, qui sont vendus. Donc qu'est-ce qui te différencie d'une styliste? Ouais, je sais pas. En vrai de vrai. Je sais pas. Les stylistes, c'est alors. J'ai pas de compétences, même quand on me demande. Bon, souvent j'arrive à conseiller un peu les clientes si j'arrive à voir comment elles s'habillent et tout. Et j'ai une collègue qui est super douée pour ça, donc voilà, heureusement, parce qu'elle est styliste. Mais des fois, on me dit mais donne-moi des conseils. Franchement, j'ai aucune idée. Je mets ce que j'aime et puis des fois c'est naturel, ça glisse. C'est ça. Mais je sais pas. En tout cas, moi, je pense que le fait d'acheter des habits qui sont ensuite vendus, il n'y a rien qui te différencie parce que ça veut dire que tu te choisis bien et puis les gens arrivent à se retrouver dans le vêtement que tu as choisi. Donc, en vrai, tu es styliste d'une certaine manière. Merci, d'une certaine manière. Si tu devais citer quelques éléments ou alors des personnes qui t'inspirent ou qui t'ont inspiré pour ton mag, donc tu as parlé de Rihanna, Shai, etc. tout à l'heure. Mais il y a d'autres choses qui t'inspirent pour le magasin? Je ne sais pas s'il y a des marques particulières ou... C'est difficile à dire. Moi, je suis une adepte de Pinterest, donc il y a beaucoup qui vient des images. De l'inspiration qui vient à force de voir des choses là-dessus. Après, je suis vraiment dans cette vibe de casser le vintage qu'on a l'habitude de voir, donc je vais pas m'inspirer forcément d'autres friperies. J'ai pas trouvé un modèle vraiment. C'était ça qui était difficile au début, de me dire mais attends, mais il y a personne qui a vraiment. Normalement, tu vois, même si tu crées une marque, tu dis je vais me rapprocher de ça. Exact, et tu fais, même si la marque elle est genre en Australie, tu dis au moins je peux m'inspirer et vraiment faire ça. Et moi, de ce que j'avais envie comme univers, j'arrivais pas vraiment à trouver un truc qui. C'était un peu de ça, mais t'avais pas ton image qui existait déjà. Du coup, c'est ce truc de un peu moderne, cassé, tu vois, le mélange entre aujourd'hui, la trend et tout ça, et puis le vintage. J'essaie toujours, que ça soit dans les tenues ou dans le lieu, de m'inspirer de ça, de casser cette image. Et puis cette image que tu avais en tête, aujourd'hui, elle est 100% réalisée ou bien on est à... il manque des choses? On est à 99%, c'est ça? Non, mais il y a toujours des choses à améliorer, franchement. Petit à petit, j'essaie de me rapprocher. J'arrive pas à être sur tous les fronts. Donc, bien sûr. Le lieu, ça va, on se sent bien et je suis contente, vraiment.
Et après, le Instagram, par exemple, j'ai tellement de choses à améliorer. Mais tu fais déjà énormément de choses, je veux dire. Ouais, on me dit, je fais il y a déjà beaucoup de beaucoup, contenu, hein. mais j'ai tellement d'idées encore. C'est jamais... Ça viendra. Voilà. Ça viendra. On aimerait tous avoir un community manager qui fasse que ça, ouais. mais je suis sûr que. Mais vu que j'aime ça, j'ai de la peine aussi à déléguer, c'est vrai. Ah ouais. J'aime Difficile. vraiment faire le contenu, ouais, c'est ce que j'aime. Ouais, je comprends. Bon ben, écoute, c'est des choses peut-être qui viendront avec le temps, peut-être Bien lâcher sûr. un petit peu, peut-être qu'il faut aussi, c'est difficile certaines fois de trouver la personne qui a la même vision que soi. Ouais, c'est ça. Mais même, je me suis toujours dit, dès que j'aurais des employés, par exemple, dès que quelqu'un... Parce que les photos, ça me prenait un temps fou. Mettre en ligne et tout, t'imagines, c'est des journées entières où je faisais que ça. Et c'était les moments où j'avais pas ma fille. Donc, à vrai, en fait, si j'ai fait 2 journées de photos mises en ligne, il me reste une journée où elle était à la garderie. Ouais. Et il faut tout faire, en fait. L'admin, les envois des colis, les trucs, c'est la course de ouf. Donc, du coup, je me suis toujours dit, dès que t'as quelqu'un, tu pourras faire plus de ce que t'aimes. C'est ça que j'ai envie, c'est faire plus, du coup, m'occuper que des réseaux, etc. Okay. Après coup, j'ai compris quand même qu'il y a plein de trucs que j'aime pas, comme la comptabilité, c'est normal, l'administratif, que je suis obligée de faire moi pour le moment. Mais voilà, ça viendra avec le temps de pouvoir avoir plus de temps pour ce que j'aime. Bon, écoute, on te le souhaite. Et d'ailleurs, qu'est-ce qu'on peut te souhaiter pour la suite ? Franchement... Du temps ? Ouais. On a tous les mêmes nombres d'heures dans la journée, exact, mais c'est question d'organisation. Non, j'espère qu'on aura du succès, qu'on puisse aussi ouvrir d'autres concepts et puis s'exporter aussi. Moi, j'espère que mon site pourra se développer à l'international. Superbe. Au moins déjà en Suisse, parce que il y a la Suisse alémanique et tout ça quand même. Mais c'est presque un autre pays. Voilà. Du coup, ouais. Juste ça. Et puis la santé mentale et physique, j'ai compris durant toute cette période d'entrepreneuriat et tout ça que c'est quand même le plus important. Ouais. C'est important de faire un step back des fois. Voilà. Écoute, on te souhaite tout ça, plein de succès, de bien entreprendre toutes ces choses avec une tranquillité, etc. Est-ce que tu as une actualité ? Est-ce que tu as des choses qui arrivent prochainement, des choses à annoncer ou pas spécialement ? Non, parce que je sais pas quand va sortir le podcast. Le podcast, il va sortir, je sais pas, d'ici 2-3 semaines, je pense. Non, mais on va continuer à faire des événements et il faut vraiment suivre le Instagram parce que c'est là-dessus que tout se passe. Ça veut dire que les nouveautés qu'on met sur le site, c'est toujours sur Instagram et les nouveautés qu'on a en boutique, c'est sur Instagram aussi. Donc voilà, en cette fin d'année, on va réserver plein de surprises. Ok, superbe. Allez tous suivre le compte Fripp Square pour être au courant de tout ce qui sort. Je pense qu'en plus, on approche des périodes de Noël. Je pense qu'il y a des belles choses qui vont sortir. Je ne spoil pas parce que je ne sais même pas. Ouais. Mais de ce que je vois là, on improvise, nous. Voilà. Tu sais, il n'y a pas vraiment de business plan. Exact. C'est exactement comme ça qu'on fonctionne. Alors, moi, j'arrive maintenant aux 3 questions de fin que je pose à tous les invités. Donc, le podcast s'appelle Dedicated Podcast, dévoué. Comment es-tu resté aussi dévoué toutes ces années ? Franchement, ça n'a pas été difficile pour moi vu que je suis vraiment passionnée par ce que je fais et j'aime ce que je fais. Dès le moment où tu aimes ce que tu fais, je pense qu'il y a des parties que tu aimes un peu moins, mais c'est pour toi que tu le fais. Et du coup, le fait que si je travaille plus, l'argent, ça vient à moi aussi. La reconnaissance, ça vient aussi à moi. Donc, j'ai jamais eu de problème de motivation. Et vu que c'est aligné avec mes valeurs, j'ai pas de moment où je me dis ah merde, ça, j'aurais pas dû ou j'en peux plus, je vais arrêter. C'est toi. C'est moi, c'est mes valeurs, c'est pour moi ça a du sens ce que je fais. Donc en fait c'est ça qui me donne cette force, tu vois. Ouais, je comprends. Et après il y a des moments plus durs que d'autres, mais au final la liberté que ça m'offre, tu vois, ça n'a pas de prix, tu vois. Donc voilà. Ouais, magnifique. C'est vrai que, comme je disais avant, ce lieu, c'est toi. Donc c'est vrai que ça... Tu me connais pas, mais tu... Ouais, c'est ça, mais je le vois, c'est ça. J'ai l'impression que vraiment ça se dégage, quoi. Ah, tant mieux. Si tu as une recommandation culturelle, un endroit, un bar, un resto, une série, un film, un événement que tu veux recommander, en Suisse par exemple, qu'est-ce que ça serait, s'il y en a un ?
Ouais, comme je t'ai dit, je sors plus beaucoup à part le business et la famille, on fait pas grand-chose. Mais bon, l'endroit quand même, le café, parce qu'il faut goûter les boissons, tu vois. Les Très jus, bon le café, j'en ai un en ce moment, tout se passe bien. Les jus, les trucs sont incroyables. Donc Fripp Square Coffee, vraiment, je recommande. Okay. Et après, sinon, je suis tombée sur un compte Instagram qui m'a beaucoup, beaucoup inspirée. Elle s'appelle Agatha Clément, je crois. Okay. Et franchement, si vous allez voir son compte, je sais pas du tout qui c'est, je sais même pas où elle habite, mais elle fait des vidéos de fou, quoi. Des montages vidéo. Je sais pas comment expliquer, mais si vous regardez la vidéo, elle fait des sortes de pubs pour les marques, et puis elle fait ça depuis chez elle, et c'est juste incroyable et super inspirant. Donc, je vous dis Agatha Clément. Agatha Clément, ouais. Agathe-Clément. Okay. Elle est vraiment très inspirante. Ouais, superbe. Merci pour cette recommandation. C'est rien. Dernière question. C'est là que j'ai pas préparé, je pense. Le son du moment. Ah, c'est le son du moment. Tranquillou. Franchement, j'ai un peu... Moi, ce que j'écoute, c'est beaucoup de R&B français, rap français, etc. Monsieur Nov, tout ça, là. Ouais. J'allais te dire Jasmine de Monsieur Nov, parce que ma fille, elle vient de naître, elle s'appelle Jasmine. Félicitations. Donc, j'écoute beaucoup cette chanson. Ok. En vrai, Monsieur c'est Nov, ouf que tu m'aies dit Monsieur Nov à part ça. Tu vois, c'est les énergies, ça se transmet, ça circule. Ça. Et sinon... voilà. Ça va très bien. Ouais. Maïté, merci infiniment, on arrive à la fin. Merci à toi. J'espère que ça s'est bien passé pour toi. Oui, merci de mettre en lumière les jeunes... Avec plaisir. Quoi? Les jeunes des artistes? Je sais pas. Je sais pas, les gens, les créateurs, je sais pas. Ouais, il n'y a pas vraiment Il n'y a pas de mots, il faudrait peut-être le définir d'une certaine manière, mais les gens qui entreprennent. Ouais, merci. On dira ça comme ça. En tout cas, à toi. Avec plaisir. Pour ceux qui sont toujours là, je vous remercie de votre écoute. Vous pouvez toujours mettre un review sur les différentes plateformes, les étoiles, les commentaires, tout ça, ça aide énormément. Et, je vous dis au prochain épisode. Bye. Dedicated Podcast.